L'atelier d'usinage est un endroit intéressant et stimulant, mais il n'en demeure pas moins que c'est un endroit excessivement dangereux. Il est important de suivre à la lettre les consignes et les règles de sécurité présentées par votre professeur. C'est excessivement important. Bonjour. Dans la première partie de cette vidéo qui porte sur les traitements thermiques, on s'est affairé à regarder d'une façon plutôt théorique ce qui doit se produire à l'intérieur d'un acier pour qu'il puisse tremper ou subir un revenu ou être normalisé. La théorie, c'est bien beau, mais maintenant il va falloir passer à la pratique. Donc, regardons un premier exemple. Un exemple qui est somme toute assez simple, puisque cet exemple utilise des équipements spécialisés pour les traitements thermiques. Alors, regardons la trempe et le revenu d'une pièce d'acier à moyen niveau de carbone chauffée dans un fourneau de trempe, trempée dans de l'huile de trempe, ensuite revenu dans un fourneau de revenu pour finalement refroidir lentement sur une brique réfractaire. Avec le fourneau préchauffé à 1550 degrés et en utilisant des gants protecteurs et des pinces appropriées, on dispose la pièce au centre arrière du fourneau, surface tertiaire vers le bas et les surfaces primaires vers les côtés. La pièce devra séjourner environ 30 minutes dans le fourneau de trempe. Pendant ce temps, on peut préparer l'établi pour l'extraction de la pièce. Une fois arrivé à température, on peut extraire la pièce du fourneau. Obtenez de l'aide de quelqu'un puisque l'extraction doit se faire rapidement. Il ne peut avoir aucune interruption de la séquence entre le moment où on extrait la pièce du fourneau de trempe et que l'on insère la pièce dans le fourneau de revenu. Assurez-vous donc que tout est prêt et que le fourneau de revenu est préchauffé à environ 550 degrés. Afin d'assurer un refroidissement égal sur tous les côtés et pour empêcher la formation de bulles de gaz à la surface de la pièce, décrivez un mouvement de figure de 8 lors de la trempe. Après 20 secondes d'immersion, vérifiez sporadiquement l'état de la pièce. On veut sortir la pièce de l'huile lorsqu'elle se situe aux alentours de 400 degrés Fahrenheit. Alors, elle ne devrait produire qu'une très petite quantité de fumée, presque imperceptible. On égoutte bien la pièce et on la dispose rapidement sur un papier absorbant. Sans perdre de temps, on tamponne l'excès d'huile qui se trouve sur la pièce. Attention, elle se situe encore aux alentours de 400 degrés Fahrenheit. Une fois nettoyée et sans perdre de temps, on insère la pièce dans le fourneau de revenu. La pièce devra y séjourner au moins 40 minutes. Le positionnement de cette pièce dans le fourneau n'est pas particulièrement important. Une fois le revenu complété, on peut retirer la pièce et la déposer sur une brique réfractaire pour qu'elle retourne à la température ambiante lentement. Bon, le traitement thermique est complété. Notre pièce a maintenant les propriétés voulues en fait de dureté et résistance à l'usure. Dans la première vidéo de cette série de vidéos portant sur les métaux ferreux, j'avais émis un avertissement. Puisque nous venons de voir une opération de trempe d'une pièce d'acier dans de l'huile, je crois que ce serait le bon moment pour discuter de ces dangers. Comme j'ai déjà mentionné dans le premier film, le point d'ignition d'huile de trempe est plus élevé que la température à laquelle elle brûle. Cette huile ne peut donc pas maintenir sa propre flamme. Ceci n'est pas vrai pour la plupart des huiles.
Il est donc très important, voire crucial, d'utiliser de l'huile de trempe lorsqu'on effectue des traitements thermiques sur de l'acier. Ceci ne veut pas dire pour autant qu'il est impossible de faire brûler de l'huile de trempe. Pour que l'huile brûle, on a besoin de vapeur d'huile, on a besoin d'air et on a besoin d'une source d'énergie. Vous remarquerez que lors de la trempe qu'on vient juste d'effectuer, au moment où le bloc d'acier à haute température pénétrait la surface de l'huile, il y a eu une libération d'une grande quantité de vapeur. À ce moment précis, j'avais les trois éléments réunis qui auraient pu produire une flamme. J'avais une pièce très chaude, à une température de loin supérieure au point d'ignition de l'huile. J'avais une grande quantité de vapeur d'huile et j'avais de l'air. Pour éviter la formation d'une grosse flamme à la surface du bassin d'huile, il faut limiter la quantité de vapeur d'huile qui va se produire. Et on peut faire ça en insérant rapidement la pièce dans l'huile. Insérer la pièce rapidement dans le bassin d'huile réduit la quantité de vapeur d'huile, mais elle sépare également la pièce ou la source de chaleur de l'air ambiant, éliminant du même coup la possibilité de produire une flamme. Il est donc important d'insérer la pièce complètement et rapidement dans le bassin d'huile, sans pour autant s'éclabousser d'huile chaude. Et c'est encore plus important de ne pas retirer la pièce du bassin d'huile avant que sa température ait diminué en bas de 600 degrés Fahrenheit. Un autre danger qui nous guette serait d'échapper la pièce dans le bassin d'huile. Si je l'échappe, je vais inévitablement éclabousser la zone autour du bassin d'huile. Là, ça en soi, c'est dangereux parce que ces gouttelettes-là pourraient être très chaudes. Mais imaginez, si je n'utilisais pas d'huile de trempe, non seulement j'aurais des gouttelettes, mais j'aurais des gouttelettes en feu. N'oubliez pas également qu'une tenue vestimentaire sécuritaire est appropriée. Il faut porter du linge, préférablement en coton, puisque ça ne brûle pas facilement, qui couvre tout notre corps, des gants en cuir et évidemment des lunettes de sécurité. Si on est en train de tremper une grosse pièce, ça serait même préférable de porter une visière complète. Finalement, il faut à tout prix éviter de pratiquer des traitements thermiques à l'intérieur d'une demeure ou à un endroit qui a des planchers combustibles. Parce que, huile ou non, si on échappe une pièce d'acier à 1600 degrés sur un plancher en bois, bien, le plancher va être en feu en dedans d'une seconde ou deux. Mais c'est très bien tout ça, mais il y a peu de personnes qui ont accès à des fours spécialisés pour le traitement thermique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec des choses peut-être un peu plus accessibles? Une des choses qui est généralement disponible et qui peut facilement atteindre entre 1500 et 1600 degrés Fahrenheit, eh bien, c'est un poêle à bois. Là, ça donne que j'ai un poêle à bois juste à l'arrière de l'atelier. Alors, allons le voir et en même temps, je pourrais me réchauffer un peu d'eau. Alors, regardons à l'intérieur pour voir la couleur que notre pièce devrait adopter juste avant d'être trempée. Bon, on va vouloir déposer la pièce sur des braises oranges aux alentours du centre du fourneau et ensuite maintenir le feu autour de la pièce. Pas un feu de n'importe quelle matière. Pour obtenir les températures voulues, il va falloir brûler des bois secs et durs, comme du chêne ou de l'érable. Ces types de bois, très denses et très durs, contiennent énormément d'énergie et ils produisent de grosses braises qui ressemblent à du charbon
du charbon qu'on utiliserait dans une forge. Avec le bon flot d'air autour des braises, il n'est pas difficile d'atteindre le 1600 degrés qu'on aurait besoin pour amener notre pièce à la bonne température. Comment savoir par contre quelle température? Bien, on va utiliser la couleur. Rappelez-vous, on cherche une belle couleur orangée pour notre pièce avant de la tremper. Une fois trempée, la pièce va devoir subir un revenu. Et malheureusement, le poêle à bois est un petit peu trop chaud pour ce type d'opération. Alors, retournons à l'atelier et voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pratiquer notre revenu. Et voilà, on est revenu à l'atelier. Là, il est important de noter que je n'encourage pas les personnes à effectuer des trempes dans un domicile ou une résidence. C'est excessivement dangereux. Donc, si vous utilisez un poêle à bois ou un autre genre de four pour effectuer des trempes, faites-le à l'extérieur ou dans un atelier. Par contre, pour effectuer un revenu, la plupart des fourneaux de cuisine peuvent atteindre entre 475 et 500 degrés Fahrenheit, qui est dans la zone qu'on aimerait atteindre pour un revenu moyen sur une pièce d'acier. Donc, on peut faire un revenu dans un fourneau de cuisine. Pour effectuer un revenu dans un fourneau de cuisine, eh bien, il va falloir préchauffer le fourneau à la plus haute température possible. Ensuite, on va y déposer notre pièce dans la moitié supérieure du fourneau, vers le centre du grillage qui le soutient. Ensuite, on va laisser la pièce tremper dans le fourneau pour à peu près 40 minutes par pouce d'épaisseur. Mais moi, je suggérais au moins 1 heure, même si la pièce est relativement petite. Laisser la pièce pour plus longtemps ne l'endommagera pas réellement et nous assure un meilleur revenu. Donc, après 1 heure, 2 heures, 3 heures, dépendant de la grosseur de la pièce, on peut éteindre le fourneau et le laisser se refroidir lentement. Notre pièce devra avoir subi un bon revenu. On peut également normaliser la pièce dans le poêle à bois. Pour ce faire, au lieu de retirer la pièce et de la tremper comme on a fait pour durcir le métal, bien on va tout simplement laisser la pièce dans le poêle à bois et laisser le feu s'éteindre graduellement, donc un refroidissement très lent, ce qui devrait éliminer notre trempe. Si vous n'avez pas accès à des fourneaux et poêles à bois, bien, toutes ces opérations peuvent être effectuées à l'aide de torches. Les traitements thermiques sur des petites pièces peuvent être effectués à l'aide de torches au propane. Mais si on veut travailler sur une grosse pièce, puis on a besoin pas tellement d'une plus haute température, mais une beaucoup plus grande quantité d'énergie, on va utiliser des torches oxyacétyléniques. Les torches au propane sont simples à utiliser et relativement sécuritaires. Vous n'avez qu'à suivre les instructions fournies avec votre torche. Par contre, des torches oxyacétyléniques sont beaucoup plus complexes et phénoménalement plus dangereuses. Donc, allons voir comment utiliser sécuritairement des torches oxyacétyléniques et comment effectuer des traitements thermiques avec ces torches. Comme j'ai déjà mentionné, l'oxyacétylène est un gaz excessivement dangereux. Alors, prenons quelques instants pour regarder les différentes composantes d'un ensemble de torches oxyacétyléniques. Première chose que nous remarquons est que l'oxygène a des accessoires et un tuyau vert, tandis que l'acétylène a des accessoires et un tuyau rouge. Il est également important de noter que les accessoires pour l'oxygène sont filetés à droite, tandis que les accessoires pour l'acétylène sont filetés à gauche.
L'acétylène est un gaz qui est composé d'hydrogène et de carbone et il est très instable. Pour le rendre un peu plus stable, l'acétylène est dissous dans de l'acétone qui est, dans la bonbonne d'acétylène, retenu dans une matière spongieuse. L'acétone de la bonbonne d'acétylène va laisser échapper l'acétylène lentement au fur et à mesure que la pression de la bonbonne baisse. Il est très important durant le transport comme durant l'utilisation que les bonbonnes d'acétylène et les bonbonnes d'oxygène restent dans une position debout. Comme j'ai déjà mentionné, la bouteille d'acétylène comprend également de l'acétone liquide, environ 40% du volume de la bouteille. Il est évident que si on couche la bouteille sur son côté, ce liquide pourrait sortir de la bonbonne. Il est important de toujours fixer les bonbonnes d'oxygène et d'acétylène sur une structure qui les empêchera de tomber. Ne jamais entreposer vos bouteilles d'acétylène dans un endroit chaud. Même l'intérieur d'une voiture stationnée au soleil peut avoir une chaleur excessive pour ce type de bonbonne. Il est très important de ne pas lubrifier avec de l'huile les valves des manomètres ou les valves de la torche comme telle. Pour allumer un ensemble de torches oxyacétyléniques, il est important de suivre la procédure suivante. Premièrement, vérifiez que vos 4 manomètres indiquent 0 pression. Ensuite, vérifiez que les 6 valves de l'ensemble de torches sont bien fermées. Commencez par vérifier les valves de vos bonbonnes et assurez-vous qu'elles sont fermées dans un sens horaire. Ensuite, vérifiez les 2 valves sur les manomètres. Ces valves se ferment dans un sens anti-horaire et sont fermées lorsque aucune pression n'est exercée sur les poignées des valves. Finalement, vérifiez les 2 valves sur la torche elle-même. Ces valves se ferment dans le sens horaire. On peut ensuite ouvrir les valves des bonbonnes elles-mêmes et vérifier qu'il y a une pression suffisante dans chacune des bonbonnes pour effectuer le travail requis. Je suggère fortement de ne jamais descendre en bas de 50 livres par pouce carré d'oxygène, ni de descendre en bas de 1/4 plein sur la bonbonne d'acétylène. C'est également une bonne pratique d'ouvrir la valve de la bonbonne d'oxygène par au moins 3 ou 4 tours, mais d'ouvrir la valve de la bonbonne d'acétylène que par un demi-tour. On peut maintenant ajuster les régulateurs des bonbonnes, l'oxygène aux alentours de 20 livres par pouce carré et l'acétylène aux alentours de 7 ou 8 livres par pouce carré. On ajuste la pression des manomètres à l'aide de la vis d'ajustement que l'on tourne dans le sens horaire. On peut maintenant passer à l'allumage comme tel des torches en utilisant un briquet de torche. On n'utilise jamais un briquet de cigarette ou une allumette pour allumer des torches oxyacétyléniques. On veut garder les matériaux combustibles bien éloignés de l'oxygène et de la flamme très chaude que cette torche produira. Je vais commencer par ouvrir un tout petit peu la valve d'acétylène, puis allumer la torche. Ensuite, je vais augmenter la pression de l'acétylène lentement jusqu'à ce que j'obtienne une belle flamme orange, mais qui ne produit plus de
grande quantité de carbone. Je vais ensuite ouvrir la valve de l'oxygène et augmenter la pression lentement jusqu'à ce que j'obtienne une belle flamme neutre. S'il était important de suivre une séquence précise pour allumer les torches oxyacétyléniques, il est tout aussi important de suivre une séquence précise pour les éteindre. On commence par fermer la valve de l'acétylène sur la torche elle-même en tournant la valve dans le sens horaire. On peut ensuite éteindre en tournant dans le sens horaire également la valve de l'oxygène. Après quoi, on peut fermer la valve de la bonbonne d'oxygène, encore en la tournant dans le sens horaire, puis la valve de la bonbonne d'acétylène en la tournant également dans le sens horaire. Je vais ensuite purger les lignes de ma torche en ouvrant les valves de la torche elle-même. Je peux ensuite fermer les régulateurs en dévissant dans le sens anti-horaire les vis d'ajustement. À ce stade, mes manomètres devraient tous m'indiquer 0 pression. Je n'ai ensuite qu'à refermer les valves sur la torche. Bon, j'ai mon briquet, j'ai mes torches, j'ai une paire de pinces puisqu'il va falloir que je ramasse la pièce une fois qu'elle est à la température voulue. Et comme vous pouvez voir, j'ai enveloppé la pièce à l'aide d'une broche pour me permettre de le ramasser facilement puisque je ne dois pas perdre de temps entre le moment où je le ramasse et que je le submerge dans l'eau. Alors, allons-y. Je veux réchauffer la pièce lentement. Bien voilà, très dur. Je peux maintenant aller le polir pour pouvoir effectuer mon revenu. La pièce est maintenant polie, je peux donc la chauffer lentement pour obtenir la belle teinte de bleu foncé qui va m'indiquer que mon revenu est complété.
compléter, je vais simplement laisser la pièce sur la brique réfractaire se refroidir lentement. Bon, bien, ceci complète notre survol des traitements thermiques de l'acier. Rappelez-vous, si vous voulez effectuer des traitements thermiques, mais n'avez pas d'équipement pour le faire, plusieurs ateliers le feraient pour vous, à une condition que vous sachiez précisément quel genre d'acier que vous avez utilisé pour fabriquer votre pièce. Que ce soit au four, aux torches ou au poêle à bois, les traitements thermiques requièrent avant tout de l'organisation. Ce n'est pas lorsque la pièce a atteint sa température de trempe qu'on doit commencer à décider comment on va le tremper. Tout ça doit être planifié et organisé à l'avance.